Patrick Aram, Lagny, c'est loin d'être un cas isolé? Ce n'est pas du tout un cas isolé. Alors d'abord, il faut se remettre en perspective. Le sport n'est pas un facteur de radicalisation. Au contraire, le sport peut éloigner de la radicalisation. Mais en revanche, penser qu'il n'y a pas de radicalisation dans le sport est une erreur. Il y a aujourd'hui identifié par nos services 829 individus radicalisés qui sont dans des clubs de sport. Et en Ile-de-France, 829 et en Ile-de-France, 147 personnes, dont des personnes dans des clubs de tir qui ont été identifiés notamment par nous et pour lesquels on attend encore des réponses des pouvoirs publics. Ils sont par exemple 34 à Paris. Enfin, on pourrait décliner. C'est très inquiétant ce que vous nous dites là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un phénomène. Alors, si vous rapportez ça à l'ensemble des licenciés, 2 400 000 licenciés, et à l'ensemble des clubs, 19 300 clubs, c'est marginal. Mais c'est marginal, mais malgré tout inquiétant. Voilà pourquoi nous avons voulu mettre en place à la fois une formation des référents de chaque ligue. Donc aujourd'hui, nous avons doté toutes les ligues et la dernière formation va se faire en décembre d'outils pour mesurer le phénomène et comprendre le phénomène et intervenir sur le terrain. Les signes avant-coureurs, quels sont les signes qui doivent alerter les dirigeants de ces clubs? Vous avez deux sujets. Vous avez un problème lié à la laïcité, aux valeurs de la République d'un côté qu'il ne faut pas confondre avec la radicalisation. Vous avez par exemple dans un club un groupe, parce que vous avez des clubs qui pratiquent le communautarisme, des gens qui n'acceptent pas des gens non musulmans avec eux, ou des femmes. Vous avez dans des clubs des individus qui refusent de serrer la main des femmes, d'être entraînés par des femmes, ou d'autres où vous avez des femmes qui veulent porter le voile. Vous avez donc dans des sujets aussi où on veut prier sur le terrain, prier dans le vestiaire ou alors demander une salle pour prier. Vous avez donc une série de situations qui n'ont sont parfois très différentes les unes des autres. Et il ne faut pas les mélanger. Quand c'est des phénomènes isolés, on peut penser que c'est simplement des problèmes d'atteinte à la laïcité. Il ne faut pas laisser faire, il faut apporter des réponses. Et nous avons les outils pour apporter des réponses en aidant les clubs. Mais quand il s'agit de différents signaux, ce qu'on appelle les signaux faibles, un gamin qui, d'un seul coup, alors qu'il, jusqu'à présent, il était avec des copains, il sortait, il prenait sa douche, etc. Et d'un seul coup, il refuse de prendre sa douche avec ses copains, ou de la prendre nue, ou veut imposer aux autres de ne pas se baigner nu, qui refuse, par exemple, de serrer la main des femmes, refuse de se faire entraîner par des femmes, etc. Alors là, on est dans la... aux responsables de ces clubs. Prévenir les parents, prévenir les autorités, est-ce que c'est possible? On est dans la présomption d'un début de radicalisation. Alors nous avons mis un outil avant le numéro vert. Le numéro vert, de toutes les façons, c'est un outil important que l'État a mis en place pour essayer de mesurer le phénomène et d'apporter des réponses. Mais nous voulons, nous, apporter des réponses avant l'appel de ce numéro vert, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un sujet dans un club, le club doit appeler sa ligue référente. Le référent intervient avec nos opérateurs, nos éducateurs spécialisés. Nous avons financé le CNLAPS pour faire des interventions sur le terrain, apporter des actions éducatives avec le gamin et avec les parents, parce que c'est important. Très souvent, les parents ont perdu espoir, ont baissé les bras et ne savent plus à quel sein se vouer. Donc le gamin, il continue à dériver et quand il a basculé, c'est trop tard. Nous, ce que nous voulons avec Valérie Pécresse, c'est le reprendre en main, empêcher qu'il bascule. Et donc nous avons des éducateurs pour ça. Et si il s'agit d'un problème lié à un entraîneur. Et là, c'est extrêmement grave, parce qu'un entraîneur qui dérape... Il est en contact avec la jeunesse et il a une influence aussi. Il a parfois plus d'influence que les parents des licenciés. Des entraîneurs des éducateurs peuvent avoir un poids terrible pour ces gamins. Eh bien, là, nous devons être en première ligne et nous devons entamer le dialogue avec le pouvoir public. Parce que nous avons deux problèmes aujourd'hui. L'État, aujourd'hui, ne nous donne pas la liste des personnes radicalisées quand on a un éducateur sportif. Le président du club est tombé des nues. Quand on a un éducateur sportif bénévole, on ne sait pas s'il est radicalisé ou pas. Mais comment on peut, quand on a affaire à des gamins, laisser faire, et quand on prévient en disant mais on a des présomptions et qu'on attend la réponse et que la réponse ne vient pas tout de suite, ça doit interroger. Je veux bien qu'il y ait des soucis d'ordre public. Il faut enquêter, il faut remonter la filière, mais il faut le faire le plus vite possible. Et le deuxième sujet que l'on peut avoir, c'est que l'État doit absolument être en dialogue permanent pour accompagner les phénomènes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, par exemple, un licencié dans un club de tir, je parle d'un cas très concret que je connais bien, un licencié dans un club de tir qui a encore
une licence, la licence a été renouvelée, il a des armes chez lui et il va s'entraîner au tir. On sait bien qu'il ne vient pas pour cueillir des pâquerettes. Il faut qu'on puisse le neutraliser le plus vite possible et que l'État réagisse très vite quand on l'alerte. Il y a un certain nombre de disciplines pour lesquelles on sait qu'il y a des problèmes. Les disciplines de force, la culture physique, l'haltérophilie, mais les disciplines de masse comme le football, mais des disciplines comme les sports de combat. Le rugby à 13 dans certains endroits. Mais là où ça peut poser problème, c'est lorsqu'on a des clubs en dehors de tout champ fédéral. Ça veut dire que ce sont des clubs individuels de MMA, pratique interdite. L'État n'a pas mis d'observateurs, c'est-à-dire n'a pas mis d'agents, mais il y a des mairies qui financent, qui aident ces clubs-là. Et qu'est-ce qui se passe dans ces clubs? Eh bien, parfois même, ce sont des lieux de radicalisation et de prémices de radicalisation. Je ne dis pas que tous les clubs le sont dans cette situation-là, mais sur les clubs où l'État n'a pas de vision, parce que nous n'avons pas de fonctionnaires, parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance publique, il y a des sujets. On peut parler du MMA, on peut parler aussi, par exemple, du softball, lorsque vous vous promenez, lorsque vous vous déplacez pour tirer sur les uns sur les autres. Vous avez donc des permis de chasse qui sont donnés à des gens qui ne vont jamais chasser, qui n'iront jamais chasser, mais qui vont s'entraîner et qui vont pouvoir avoir des armes chez eux. Ouais, et vous dites, tous les radicalisés ne sont pas sportifs, mais tous ceux qui ont commis des attentats étaient dans un club de sport. Tous ceux qui ont commis des attentats étaient dans un club de sport, tous à ce jour. Et j'ai toute la liste et tous les sports qu'ils pratiquaient, le football, le MMA, le Muay Thai, le kickboxing, ils ont tous étaient pratiquants dans un club. Notre devoir aujourd'hui, c'est de faire en sorte de les identifier le plus vite possible et d'aider les mouvements sportifs à les éradiquer. En Île-de-France, le programme aujourd'hui le permet et c'est important que d'autres régions nous emboîtent le pas. Merci Patrick Karam d'avoir été notre invité. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sujet et donc sur ce colloque qui est organisé aujourd'hui par la région Île-de-France. L'info continue sur la chaîne Info.